Bon, chers amis, nous poursuivons nos travaux avec le plaisir et l'honneur de recevoir Geneviève Darrieussecq, chez laquelle nous avions tenu nos journées parlementaires l'année dernière, et le Premier ministre Manuel Valls, qui m'a fait l'amitié immédiatement de répondre favorablement à cette invitation, dans un moment doublement compliqué. On est dans la semaine du procès des attentats, des 20 ans du 11 septembre, avec évidemment en toile de fond l'immense inquiétude provoquée par la chute de l'Afghanistan. Et je dis doublement compliqué parce que il y en a un peu assez de parler de sécurité comme d'un mot valise dans le débat public français. On a besoin de sécurité, que ce soit contre le terrorisme, contre le grand banditisme, que ce soit pour la tranquillité au quotidien. On a besoin de redéfinir ce qu'est l'autorité républicaine, mais on doit le faire avec exigence, avec compétence, et pas simplement en lançant des mots en l'air. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux qu'il soit là pour partager cet après-midi avec nous, animé par Élodie et Blandine, qui suivent l'une et l'autre beaucoup de textes régaliens, et puis François, qui nous a fait aussi l'amitié de nous rejoindre l'année dernière. Et je veux lui dire, comme ça je le dis devant vous, que ça fait du bien d'avoir un François Pupponi dans un groupe parlementaire. Ah. Parce que son expérience d'élu local, la réflexion qu'il conduit, le regard qu'il porte... Non mais c'est... Lors de la loi sur les principes républicains, voilà, j'étais très fier qu'il soit des nôtres. Donc je vous laisse la parole et bon travail. Merci beaucoup. Donc, il me revient de faire l'introduction de cette table ronde qui est donc dédiée à l'autorité républicaine. Et je vais commencer tout d'abord, je vous rassure, hein, je ne serai pas exhaustive sur tout le travail qui a été fait au sein de la commission des lois, puisque nous sommes à la commission des lois avec Blandine, sur la question de l'autorité républicaine. On a bien évidemment abordé la question de la lutte contre le terrorisme, avec notamment la création d'un parquet national antiterroriste. On sait bien évidemment, on a beaucoup travaillé sur les questions de justice. Et vous le savez, plus de 20% d'augmentation du budget de la justice est prévu d'ici à 2022. On a aussi l'engagement d'exécuter toutes les peines de prison supérieures à 1 an sans possibilité d'aménagement et de supprimer toutes les peines de prison qui sont inférieures à 1 mois. Sur la question du maintien de l'ordre public, on a aussi créé la police de sécurité du quotidien. On a aussi la création de 10 000 postes de policiers d'ici 2022 et la création d'une école de guerre avec la formation continue. On a aussi tout le volet de la protection contre les violences faites aux femmes, avec notamment, vous le savez, la généralisation du téléphone d'alerte pour les victimes de violences. Sur la lutte contre le séparatisme, je pense qu'on y reviendra plus précisément. On a aussi l'obligation de scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans. Aussi, un sujet qui me tient à cœur, c'est le renforcement du contrat d'intégration républicaine. Et puis, on a aussi le sujet de l'asile et de l'immigration, sur lequel on a voté une loi en 2018, avec la volonté, l'engagement de réduire le délai de traitement pour le traitement des demandes d'asile. Je pense aussi qu'on reviendra bien évidemment sur tous ces sujets-là. On a aussi, ça c'est un sujet que porte Sarah, sur la question aussi du SNU avec Geneviève. Je pense qu'aussi le sujet pourrait être abordé. Le but, c'est qu'on puisse échanger tous ensemble sur ces sujets-là. Pourquoi j'ai commencé par ces propos-là? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. Et maintenant, il s'agit de mettre en application, de mettre en musique tout ce qui a été fait. Et nous avons la chance, pour cela, d'avoir 2 intervenants, 2 grands témoins qui ont été présentés par Patrick. Je vais faire une très très brève présentation. Manuel Valls, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Et nous avons aussi donc Geneviève Darrieussecq qui est avec nous, donc ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, et qui est là aussi avec sa casquette, si je puis dire, d'élu local, pour justement aussi faire dialoguer l'État et les collectivités, comme on l'a fait ce matin sur la thématique de la démocratie en question. Donc l'autorité républicaine.
Cette autorité républicaine, effectivement, il y en a certains qui se sont déjà saisis du sujet. J'imagine, vous voyez de qui je veux parler, un peu plus à droite, effectivement, même très, très à droite. Et je crois que ça revient à se poser cette question aujourd'hui. Quel est le rapport entre nos concitoyens et l'État ? Comment restaurer la confiance de nos concitoyens ? Comment faire respecter cette autorité ? Et je voudrais vous raconter une histoire, elle sera très très brève, je vous le promets. C'est un grand-père amérindien qui raconte à son petit-fils, à l'intérieur de nous, il y a 2 loups. Il y a l'un des loups qui représente l'esprit négatif, celui de la haine, de la peur, de la colère, l'envie. L'autre loup est positif, il représente la gentillesse, la gratitude, la patience, la tolérance. Et son petit-fils demande à son grand-père si les loups se battent entre eux, lequel gagne ? Et son grand-père lui répond « Cela dépend de celui qu'on nourrit ». Et je crois finalement que la thématique aujourd'hui qu'on aborde, elle doit nous renvoyer aussi, est-ce qu'on va nourrir la peur, le repli, le bouc émissaire, ou est-ce qu'on va nourrir l'éducation, le respect, le vivre ensemble, l'enseignement ? Voilà, donc je lance le débat et je transmets, donc je donne la parole à Monsieur le Premier ministre. Il veut bien nous faire part effectivement de ses réflexions sur l'autorité et je lui laisse, s'il le veut bien, 10 minutes pour qu'on puisse après laisser 10 minutes à Madame la Ministre et puis bien évidemment échanger avec vous. Merci. Merci d'abord de cette invitation. Merci Monsieur le Président, merci Patrick de cette invitation. Elle me touche, je suis maintenant devenu un grand témoin. C'est à la fois un compliment sur l'expérience passée, c'est un peu inquiétant. Mais en tout cas, je participe avec beaucoup de plaisir avec vous, Madame la Ministre, avec François, qui est un vieil ami. Ça me fait tout drôle d'ailleurs de le retrouver ici au Modem. Je ne vous cache pas que c'est une forme de choc pour moi. Saluer cette génération de parlementaires que vous êtes, les uns et les autres. Et vous dire que moi j'aime toujours mon pays et que c'est évidemment avec grand plaisir et grand intérêt que je participe à ce débat sur un sujet d'une très grande complexité. Il y a 60 ans, Hannah Arendt parlait déjà, 60 ans, de l'effondrement plus ou moins général de toutes les formes d'autorité. Elle disait que, outre la politique, ça c'est moi qui le rajoute dans sa bouche, cette crise avait gagné toutes les sphères pré-politiques, comme elle le soulignait, comme l'éducation et l'instruction des enfants, où l'autorité, au sens le plus large, a toujours été acceptée comme une nécessité culturelle, naturelle, et elle considérait que c'est cette mise en cause, notamment à l'école ou dans la famille, qui entraînait cet effondrement de l'autorité. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, tout concourt à contester l'autorité pour de bonnes et de mauvaises raisons. Pour de bonnes, parce que les gens sont sans doute plus instruits, il y a plus d'informations, j'en refuse d'une certaine manière parce qu'ils souhaitent participer eux-mêmes au débat, ce qu'ils pourraient considérer comme une autorité qui empêche cette discussion. Et puis, il y a d'autres raisons. Dans un monde où la globalisation fait disparaître les frontières, on met en cause la souveraineté nationale, on malmène la pérennité du modèle social et on accentue d'une certaine manière les peurs globales. Et la diffusion de l'information, par les chaînes d'information, par les réseaux sociaux, par Internet, nous fait passer d'une société plus verticale à une société plus horizontale. Et le choc entre les deux explique en grande partie, je vais évidemment très vite, et la crise de la démocratie, et la crise de confiance, et donc d'une certaine manière la crise de l'autorité. Tout ce qui relève de l'aléa en plus, de l'imprévisible, comme la pandémie de la Covid, symbolise parfois l'impuissance de l'État, de la puissance publique, de ceux qui sont censés la représenter, c'est-à-dire les élus, les représentants politiques, qui peinent forcément, dans un monde d'une très grande complexité,
à trouver parfois des réponses et les extrêmes s'engouffrent dans les brèches. Le tableau, nous le connaissons, je n'ai pas apporté grand-chose. Mais cette crise, la crise de l'autorité, qui est une crise, je crois, de la démocratie et une crise de confiance, nous amène à penser comment on peut précisément réaffirmer la primauté de l'autorité et de l'ordre. Pour ma part, je crois que la République doit réaffirmer cette autorité, conjuguer la sécurité et la liberté. Je crois que l'autorité, de ce point de vue-là, et je l'ai toujours dit dans ma formation politique d'alors, et me situant toujours à gauche, que l'autorité était émancipatrice et que d'ailleurs le peuple ne devait pas choisir la sécurité ou les libertés. L'État doit être en mesure de garantir les deux. Et c'est le grand débat, et c'est ce que, je crois, tous les gouvernements démocratiques, sous la Ve République, pour ne pas remonter à plus loin, tentent de faire, avec plus ou moins de réussite. Et moi, j'ai la conviction qu'un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité, à la fin, ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux, si je reprends les mots de Benjamin Franklin. Donc, je donne une définition, évidemment, très large de l'autorité et je ramène aux sujets qui ont été évoqués. Mais je pense que c'est un élément fondamental pour essayer de répondre à ce qui est l'autre grand sujet, qui est la crise de la démocratie. Je pense que dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, tous les gouvernements agissent, tous, et dans une grande continuité. Moi, il n'y a rien qui m'énervait déjà plus quand j'étais au gouvernement, et pourtant j'ai dû le dire, et qui m'énervait quand j'étais pendant un an député de votre majorité, qui est d'entendre dire tout ce qui est fait nouveau, tout ce qui a été fait avant est un désastre. Non, ça ne marche pas comme ça, notamment dans ces domaines-là régaliens où la continuité est très importante. Et je me réjouis d'ailleurs, par exemple, dans l'action contre le terrorisme, qu'il y ait une véritable continuité, parce que quand on a été précisément en responsabilité, on sait les uns et les autres les difficultés. Et c'est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements, des nuances, des politiques différentes, dans des contextes évidemment qui ne sont pas identiques. C'est vrai dans le domaine de la politique étrangère ou dans le domaine de la défense. Et puis il y a évidemment, mais Sarah en parlerait bien mieux que moi, tout ce qui peut être fait à l'école, parce que précisément, si je renvoie aux mots de Hannah Arendt il y a 60 ans, c'est sans doute là un des sujets majeurs, au-delà du rôle du professeur, du maître, c'est comment on restaure la confiance, comment on restaure l'autorité, comment on restaure les règles et les valeurs. Et moi, puisque je m'adresse je suis devant des parlementaires, des responsables politiques, j'ai une conviction, c'est que l'autorité républicaine doit être restaurée pour sauver la démocratie. Je pense qu'on est dans un moment, dans toutes les sociétés, parce que ce qui se passe en France est évidemment identique à ce qui se passe ailleurs, où il y a un questionnement profond sur la démocratie, sur notre système. Je suis toujours frappé par l'enquête d'opinion, je crois que c'est le Cevipof qui la publie, qui vient d'être encore publiée, où il y a quand même un tiers des Français, un peu plus même, qui considèrent qu'il y a peut-être un autre système que la démocratie qui passerait par une forme de privation des libertés fondamentales. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette crise de confiance vis-à-vis de l'autorité publique. C'est peut-être encore plus vrai dans un pays comme la France, davantage jacobin, plus centralisé, élection du président au suffrage universel, de qui on attend tout, et une confiance, même s'il y a une grande critique toujours, vis-à-vis de l'État. Je viens de passer 3 ans dans un pays où le rapport à l'État n'est pas le même, dans un pays beaucoup plus décentralisé. Mais on ne croit pas au rôle du sommet. Ici, la verticalité toute jupitérienne, elle existe. C'est une réalité. Et on en parlait avec Geneviève Gouraud tout à l'heure, il y a à la fois une demande de décentralisation et en même temps une très grande demande vis-à-vis de l'État. Donc, un élément fondamental pour établir cette autorité, c'est pour ça que, et je conclurai avec cela, pour provoquer le débat, et on reviendra sans doute sur d'autres sujets,
c'est que le responsable politique, les formations politiques, je suis avec intérêt tout ce que vous êtes en train de dire sur l'idée d'une grande formation de la majorité, mais la tâche de cette majorité et de la future majorité, c'est de rétablir la confiance dans la politique. S'il y a un échec de ce quinquennat, et je ne vous parle pas du précédent, j'en étais un acteur, c'est de ne pas avoir réussi à rétablir cette confiance dans la vie politique et dans la vie démocratique. C'est très difficile. Comprenez-moi, je vois très bien la difficulté. Mais c'est la tâche fondamentale. Elle peut passer par des processus politiques, François, bien évidemment, mais elle doit passer par un langage de vérité. Qui conjugue vérité, confiance et autorité. Je prends un exemple pour bien faire comprendre. La gestion de la pandémie a été d'une très grande difficulté, pour 1000 raisons sur lesquelles je ne reviens pas. C'est une très grande complexité. En France, comme dans tous les pays, encore plus en France, parce qu'on attend tout, je le répète, du sommet. Mais j'étais frappé par, au fond, un changement presque peut-être d'attitude avec le dossier du pass sanitaire. À partir du moment où il y a eu un message clair qui a été délivré, une explication fournie, une méthode et une mise en œuvre avec toute l'autorité nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas état de compréhension, de pédagogie, de sentiments, bien évidemment, mais là, le politique a joué son rôle, y compris dans l'intervention du président de la République, par le nombre de personnes qui ensuite ont décidé d'aller se vacciner et ont compris qu'il y aurait un pass sanitaire après. C'est un exemple parmi d'autres. Donc le langage de vérité, la pédagogie, la clarté dans l'action est un élément fondamental. Le deuxième élément, évidemment, c'est faire vivre les valeurs de la République et de la laïcité. Mais vous avez eu un débat ce matin sur ces sujets-là. Moi, j'étais très seul à un moment. Nous n'étions pas très nombreux à comprendre ce qui se passait dans ce pays. Je parle à gauche, mais pas seulement. Il y a quelques années où on défendait la République, la laïcité. Il ne s'agit pas d'égrener des noms, une histoire. Il s'agit de dire au fond, et c'est le deuxième élément pour rétablir les conditions de la confiance, qu'est-ce qui nous amène, nous Français, à vivre ensemble ? Pourquoi sommes-nous Français ? Quelle est notre histoire, notre culture ? Mais pourquoi devons-nous vivre ensemble ? Et avec quelles règles et avec quelles valeurs ? Et quel est au fond le récit ? Et je pense qu'un des éléments de l'autorité dans ce pays, c'est très facile, c'est de refaire France, ça a été dit 1000 fois, mais c'est au fond de redonner un récit aux Français. Ce qui est terrible avec les Le Pen, Zemmour et autres, c'est qu'ils réussissent à redonner un récit, fût-il médiocre, faux, ne correspondant pas aux faits ou à la réalité historique, très éloigné de ce que nous sommes, insupportable très, très souvent, mais ils donnent une lecture. Donc, dans les éléments qui permettent de rétablir cette autorité républicaine, il y a la vérité, la conduite ferme des affaires, la défense des valeurs de la République et de la laïcité au nom d'une très grande cause qui est en plus l'égalité femmes-hommes, et il y a le récit, et qui entraîne ce pays, et ce grand pays qu'est la France, et qui a toujours quelque chose à dire au monde. Voilà, ce sont des éléments, au fond, en évoquant l'autorité, vous avez choisi le mauvais témoin, d'autres témoins excellents, parce que c'est précisément le thème, le sujet fondamental, au-delà des questions économiques, écologiques, du sujet de l'immigration, c'est un sujet important parce que sur la question migratoire, s'est construit le sentiment que l'État ne pouvait rien et continue à faire des dégâts d'ailleurs sur le sentiment qu'ont les Français de la capacité des politiques à changer les choses. On y reviendra peut-être et je vous dirai ce que je pense sur ce sujet-là. Mais cette question de l'autorité républicaine, elle est fondamentale pour recréer la confiance entre les Français et au fond le seul système dans lequel nous pouvons vivre, parce que nous sommes comme ça nous les Français, c'est-à-dire la démocratie. Merci beaucoup. Je vais faire effectivement la transition avec la prise de parole de Geneviève, puisque effectivement, comment est-ce qu'on redonne un récit ? Et finalement, quand on est chargé de la mémoire et qu'on a été aussi par ailleurs très investi localement, comment effectivement on peut redonner sens à ce récit, à ce vivre ensemble. Donc, je passe la parole à Geneviève. Oula, tout ça est très... Ça est très large. Oui, moi, le sujet de l'autorité républicaine, alors je vais partir de loin, mais
Moi, à l'aune de ma vie, hein, j'ai 65 ans, j'ai encore beaucoup à vivre, mais j'ai fait un petit bout de chemin. Je vois ça comme quelque chose de... Il y a effectivement un affaissement incroyable, mais où nous avons tous des responsabilités partagées. Et il y a des responsabilités multiples. Quand j'étais dans ma campagne et que j'étais enfant, il y avait l'autorité de l'instituteur, l'autorité du maire, qui était complètement respectée. L'autorité du curé aussi, elle est moins républicaine, mais elle existait. Voilà, il y avait peu de discussions et en fait une confiance qui était faite dans ces personnes-là, qui nous aidaient, qui nous protégeaient, qui nous menaient et qui nous éduquaient. Et j'ai vu se dégrader un petit peu tout cela avec une évolution du système éducatif, je vous prie de m'excuser, mais une évolution de ce qui était porté dans nos écoles républicaines. Mes enfants ont eu des tas de professeurs anti-militaristes, anti-système, anti beaucoup de choses, où on remettait en cause en permanence l'autorité républicaine. Et je pense que les enfants de mes enfants, puisque j'ai des petits-enfants maintenant, et les enfants des jeunes qui sont maintenant dans notre pays, eh bien, n'ont pas eu cette éducation de l'autorité républicaine, ils n'ont pas su le transmettre. Ou ne l'ont pas transmis comme quelque chose d'important, d'un fait sociétal, enfin, d'essentiel pour vivre en société, en démocratie. Voilà. Je dois dire que, alors il y a eu mai 68 au milieu qui a bon. Donc tout ça est une évolution qui est une évolution assez particulière. Et moi je suis frappée, et ça va parler à Sarah El Haïry, dans le ministère où je suis et dans ce que moi j'ai travaillé un peu au départ et qu'elle a pris en main, ce qui était très bien, qui est le service national universel. La première cohorte de 2000 jeunes volontaires, quand on leur a demandé, puisque c'est le ministère des Armées qui fait un petit peu ce genre d'enquête auprès de tous les jeunes et qui collige les résultats, pourquoi souhaitez-vous faire ce service national universel? Leur réponse a été à 90% pour trouver l'autorité, pour rencontrer l'autorité. Incroyable. Donc un sentiment de la jeunesse une jeunesse en quête d'autorité. Est-ce que c'est l'autorité parentale? Est-ce que c'est l'autorité républicaine? Donc on voit bien qu'ils n'ont pas ces repères et que tout cela moi, m'a laissé quand même dans une réflexion, une profonde réflexion. Deuxième chose qui a été absolument extraordinaire, le ministère des Armées a participé à la formation des encadrants de ces centres de service national universel. Ces encadrants venaient du monde de l'éducation nationale, du monde de l'éducation populaire, et également de métiers à uniforme, dont les armées, mais bien sûr des retraités. Et ces formations ont été faites donc par des militaires dans une unité militaire. Et là aussi, j'avais participé à la première année, enfin à la fin de cette formation. Et les personnes issues de l'éducation populaire et issues de l'éducation nationale avaient été transcendées par ce qu'ils avaient entendu de la part des militaires et ce que les militaires portaient autour de l'autorité. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas... C'était une façon de porter l'autorité, de la mettre en œuvre et de la mettre en œuvre efficacement. Parce que l'autorité, pour avoir bien vu comment fonctionnaient nos militaires, c'est quand même le ministère qui porte l'image d'une autorité encore présente en France. Parce que c'est un ministère avec une hiérarchie, mais c'est surtout un ministère où les chefs sont appréciés de leurs subordonnés. L'autorité doit entraîner une adhésion de ceux qui sont des sous-officiers, des officiers. Enfin, chacun compte sur l'autre. Il y a une vraie cohésion, une vraie solidarité. Et chacun sait que seul, il ne pourra rien faire, y compris le chef. Et le chef a une autorité qui est naturelle,
elle est hiérarchique, mais elle est aussi, elle est aussi naturelle. Et cette autorité, en fait, tout simplement parce qu'elle est portée par ses subordonnés et par ceux qui sont en dessous. Et donc, toutes les personnes de l'éducation populaire et de l'éducation nationale n'avaient pas du tout vu ça sous cet angle et avaient été complètement, découvert quelque chose. Alors, je me dis que nous avons beaucoup de travail. Je vous le dis très sincèrement. Nous avons beaucoup de travail collectivement pour faire comprendre qu'une autorité, c'est quelque chose qui, d'abord, doit protéger. C'est quelqu'un en qui on doit avoir confiance. Et en fait, l'autorité doit être en fait portée par tous ceux qui doivent écouter cette autorité en définitive. Donc, ce ministère est très très intéressant pour pouvoir un petit peu voir cette profondeur et la façon dont les choses devraient se passer. Bien entendu, les élus locaux, moi j'ai été élu local bien sûr, les élus locaux, on l'a dit ce matin, les maires ont encore une certaine reconnaissance de la part de leur population et ne sont pas encore trop délégitimisés parce que c'est quand même la course à la légitimité, en fait, ou du moins on conteste la légitimité de quiconque de faire quelque chose, même s'il a été élu. Et donc, et surtout s'il a été élu d'ailleurs. Et donc, les maires échappent encore un petit peu à cela, encore que, on a bien vu qu'il y a des maires qui ont été rudoyés, certains même plus que rudoyés. Et il est heureux qu'il ait pu y avoir quelques lois pour accompagner cela. Mais je trouve qu'il est quand même difficile de penser, il faut vraiment qu'on puisse attaquer un maire aussi violemment, sans aucun frein, sans aucune... Ce sont des personnes qui n'ont pas de... Non seulement ils n'ont pas de respect, mais ils ont une colère et rien ne résiste à cette colère. C'est une colère sans frein. C'est un manque aussi d'altérité bien souvent. Et donc là, nous avons vraiment un sujet qui est un sujet aussi éducatif général, éducatif à la maison et éducatif aussi dans l'éducation nationale. Élu, moi, à titre personnel, j'ai jamais eu de problème particulier. L'avantage du maire, c'est qu'il a cette proximité, surtout dans des villes moyennes où tout le monde vous connaît et où vous connaissez pratiquement au bout de quelques années tous vos concitoyens. Vous avez des oppositions, mais si vous respectez tous vos concitoyens, si vous ne faites pas d'ostracisme, si vous ne faites pas de politique clanique dans votre commune, vous êtes largement respecté et personne ne viendra contester votre autorité, même si ce sont des gens qui ne votent pas pour vous. Combien de fois ai-je dit, on met en place des politiques parce qu'elles sont utiles à la population. Des subventions à des associations, si on pense qu'elles sont utiles, elles sont utiles. Ce n'est pas parce qu'ils vous apportent un vote. Vous savez très bien qu'ils ne votent pas pour vous, mais vous les aidez. Et par ce biais-là, ils vous respectent, tout simplement. Et je crois qu'en fait, l'autorité, il faut travailler, faire en sorte d'être respecté, et le maire sait faire ça. En général, ça se passe bien dans les collectivités, mais à part maintenant cette hystérisation de notre société et ces personnes qui deviennent difficilement gérables et qui, sans aucune retenue, s'attaquent aux responsables politiques. Donc le sujet de l'autorité républicaine, dans notre pays, pour moi, il est très incarné par le ministère des Armées, bien sûr, parce que c'est un ministère qui nous protège. C'est un ministère où l'autorité n'est pas contestée. Et c'est un ministère où, en plus, où c'est l'essence même de ce ministère, c'est l'autorité. Et bien sûr, au travers des actions que nous pouvons mener, moi je mène beaucoup d'actions auprès de la jeunesse, que ce soit dans le
le développement dans les lycées des classes de défense, le développement que nous allons multiplier par 2. J'espère, Sarah, que nous allons y arriver. Oui, mais il nous faut des professeurs pour ça, Sarah. Et ce qui me plaît aussi en ce moment, c'est que l'éducation nationale et particulièrement les professeurs se retournent de plus en plus vers nous, vers l'éducation, vers les armées, pour avoir ces clés. Ils ne veulent pas qu'il y ait des militaires dans les écoles, mais ils ont besoin quelquefois de clés, de supports et les choses, nous en avons quelques-unes. Bien sûr, la mémoire fait partie de cela. Ça, c'est un des outils pour cette transmission. Et donc, oui, je travaille tous les jours sur ces sujets-là. C'est un travail de fourmi, c'est un travail de titan. Mais je reste persuadée que nous sommes co-responsables de notre société, de notre jeunesse. Et surtout, dites-vous bien que tous les jeunes que je rencontre, à qui je pose la question, cherchent à pouvoir respecter quelqu'un et à avoir une autorité au-dessus d'eux. Mais une autorité qu'ils respectent, c'est-à-dire une autorité qui les respecte aussi. Et tout cela, pour moi, est important et a été assez surprenant. Quand je suis arrivée dans ces missions, je n'imaginais pas à quel point nous étions un petit peu en déshérence par rapport à ce sujet. Je parle de la société à titre... voilà. Je ne rajouterai rien, bien sûr, sur ce qu'a dit Manuel Valls, Monsieur le Premier ministre, parce qu'il a été... voilà, il a bien plus d'expérience et de champ, et je suis parfaitement en accord avec tout ce qu'il a dit. Et je crois que ses expériences, toutes ces missions politiques ont dirigé sa réflexion. Et d'ailleurs, je veux lui dire que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié là où il était, qu'il soit justement, qu'il représente un peu cette autorité, qu'il ait cette fermeté qui quelquefois pouvait agacer certaines de ses amies, mais qui, je trouve, redonnait un peu de sens aux politiques français et à la politique française. Merci beaucoup, Geneviève. Nous avons, je crois, Sarah El Haïry qui souhaiterait peut-être un peu s'exprimer sur le SNU. Je vais lui passer la parole. Non, mais voilà, peut-être compléter. Et on a un petit temps d'échange, donc ceux qui souhaitent après poser des questions, qui n'hésitent pas à se manifester. Je te laisse la parole, Sarah. Merci beaucoup, Élodie. Merci, Manuel. Merci, Geneviève. Juste peut-être un point. Rappelez-vous, en 2017, quand on faisait campagne et qu'on parlait du service national universel, c'était quoi? Un creuset républicain. Et finalement, avec Geneviève, quand on part rencontrer ces jeunes, l'autorité protège les plus fragiles. L'autorité, c'est le cadre qui permet en réalité aux plus fragiles de pouvoir trouver pleinement leur place. Ce qui n'est pas tout à fait toujours hyper simple. C'est pas facile de rentrer dans un cadre. Mais ce cadre est nécessaire parce qu'il n'est parfois plus donné à la maison. Parce qu'effectivement, si on revient à la base de la base, l'école, effectivement, doit instruire et elle doit... franchement, il y a encore une révolution. On va parler tout à l'heure de révolution environnementale et écologique, mais il y a une révolution qui doit y avoir au sein même de l'éducation nationale en général. Parce que la parole qui est transmise, parce que le récit qui est fait aujourd'hui est parfois en inadéquation avec la réalité de notre pays et les enjeux. Et il y a encore... beaucoup trop de non-dits. Et là, je vais rejoindre des propos de Manuel Valls. Il y a des mots qu'on n'ose pas dire. Il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Et donc, ces vérités, tant qu'elles ne sont pas posées, eh bien, on a du mal à accompagner l'ensemble des jeunesses, parce qu'il y en a plusieurs, et je sais que tu y es attachée, Geneviève. Il n'y a pas une jeunesse dans notre pays, il y a des jeunesses. Il y a des jeunesses, il y a une jeunesse rurale, une jeunesse urbaine, une jeunesse qui a des repères et qui a une famille qui est capable de l'accompagner, des jeunesses beaucoup plus perdues. Mais notre projet pour faire République, il nous demande une chose, c'est le socle commun et c'est les valeurs communes. Et là, l'autorité républicaine permet ça. Et donc le SNU, c'est d'abord et avant tout cette démarche universaliste qui permet de l'accompagner. Et heureusement que nous avons effectivement des corps en uniforme qui ont gardé cette tradition et qui arrivent aujourd'hui, parce que certaines barrières sont en train de tomber, à accompagner toute une génération. Et du coup, j'en profite, Élodie, parce que je sais qu'il y a un certain nombre ici de copains qui ont beaucoup aidé au déploiement du SNU, parce qu'un peu contre vent et marée, beaucoup n'en voulaient pas quand même. Et je sais à quel point vous avez tous mouillé la chemise pour le permettre. Je vois des oui, en trouvant les lieux, en accompagnant, en aidant même au recrutement. Et c'est là où on voit la force d'une famille.
C'est-à-dire qu'en co-projet, eh bien, on dépasse même parfois ces compétences qu'on doit faire pour permettre à quelque chose de plus grand que soi de se réaliser. Donc je crois qu'on a énormément d'envie et comme on est entre nous, cette année, on sera entre 50 000 et 100 000 jeunes volontaires qui pourraient être attendus. Et Geneviève vient de lancer un chiche, mais l'enjeu est énorme. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup Sarah. Alors, je ne sais pas si certains... voilà. Alors, je passe la parole à Sabine. Merci pour vos interventions, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, chère Geneviève. Oui, je voulais rebondir sur le ministère des Armées et apporter peut-être un petit témoignage. J'ai été assez fascinée par la Légion étrangère. Quand on est allé voir au mois de juillet, simplement par le fait, bon, il y a une sélection très très stricte, mais bon, faire en 4 mois en sorte que, je ne sais pas, des ressortissants de 156 nations parlant je ne sais pas combien de langues différentes, de faire un corps cohérent qui agit quand même sur les derniers 30 mètres, qui est en face et qui ne doit pas laisser son collègue dans une situation difficile si elle arrive, mais doit le sauver, indépendamment de toute considération religieuse et autre. Moi, je trouve que c'est un exemple assez fort et je ne sais pas dans quel sens on peut s'en inspirer. En tout cas, moi, j'étais assez fascinée par cet état de fait. Et peut-être aussi, faudrait-on faire... peut-être nos jeunes, parfois, défendent autorité et autoritarisme. Et ce n'est pas la même chose. Et c'est peut-être là qu'on peut montrer que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce qu'il y a une autorité qu'on impose forcément des choses. Voilà. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette intervention? Allez-y, je vous en prie. Non, pas pour faire l'apologie de la Légion étrangère, mais... non, mais ça montre bien que dans une société en crise, Geneviève le rappelait tout à l'heure, des corps très constitués, avec une discipline, une acceptation du commandement à condition que ce soit un élément évidemment de la confiance, aujourd'hui suscitent plutôt l'admiration, en tout cas pour être des modèles. Deuxièmement, au fond, dans la mise en cause de l'autorité, ce qui frappe le plus l'opinion, ce qui frappe le plus nos compatriotes, ce sont par exemple les attaques contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les maires, vous l'avez dit. Je ne vous cache pas que un journaliste souhaitait m'interroger, je ne veux pas le faire parce que ce n'est plus de ma responsabilité, mais il me demandait de commenter les événements au Tarteret, quartier de Corbeil-Essonnes, que je connais bien puisque c'est un quartier de ma circonscription où depuis 20 ans, malgré l'engagement des collectivités locales, villes, agglos, de l'État, beaucoup a été fait pour la rénovation urbaine. Et pourtant, en regardant des images ce matin, j'ai l'impression de revivre ce que j'ai pu vivre comme élu local ou comme parlementaire. Et donc là, on voit bien qu'il y a cette mise en cause. Elle ne touche pas uniquement ceux qui sont porteurs de la violence légitime, mais aussi les sapeurs-pompiers ou des élus, bref, tous ceux qui incarnent l'autorité. Donc cela nous doit faire réfléchir sur comment on peut la mettre en œuvre. Et puis troisièmement, au croisement de ces réflexions, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais plusieurs corps sous ma responsabilité, mais il y en avait 2 principalement pour assurer la sécurité du pays, sécurité intérieure, la police et la gendarmerie. Et ce que j'ai constaté, c'est que la gendarmerie, qui venait du ministère de la Défense, qui est un corps militaire, plus fermé, plus discipliné, résistait, même si elle connaît aussi, la gendarmerie, ses difficultés, davantage au choc de la société, même si elle a aujourd'hui des missions qui sont très proches de celles de la police nationale, y compris en zone rurale ou dans les zones périurbaines, parce qu'il y a aussi des quartiers, il y a du trafic, il y a de la violence, etc., que la police, qui, elle, est civile et qui est peut-être plus en immersion, je parle de chacun des policiers, dans la vie, mais qui n'a pas cette capacité de protection que donne le corps de gendarmerie. En disant cela, je ne vous propose pas de militariser toute la société française, entre gendarmes et légionnaires, mais ça veut bien dire que toutes les organisations humaines, à commencer par les politiques,
toutes les organisations humaines doivent être capables de proposer ces formes d'autorité. Alors, il y a une remarque qui est juste, le passage d'autorité à autoritarisme. Moi, je l'ai vécu. Vous pouvez être loué pour votre autorité dans la lutte contre les attentats, et puis vous succombez très vite à l'autoritarisme quand il s'agit de dégainer le 49.3 pour imposer la réforme du marché du travail. Moi, c'est vrai que la frontière n'est pas simple à trouver. Mais là, oui, je pense qu'on a tous une responsabilité collective à réinventer sous des formes ou d'autres cette autorité qui doit être acceptée. L'exemple du service universel en est un, mais ça me paraît un élément fondamental dans des sociétés qui n'obéissent plus comme avant, qui ne sont pas verticales, qui font face à toutes les problématiques que j'évoquais très rapidement tout à l'heure. Et donc, l'un des premiers éléments, c'est de restaurer l'autorité de l'État, sous toutes ses formes. Alors, dans une république déconcentrée, décentralisée. Mais il faut savoir la restaurer. Du sommet de l'État jusqu'au bas de l'État. Avec Richard Ferrand disait des choses très justes, c'est le rôle des préfets. À une condition, c'est qu'on ne donne pas le sentiment que c'est un métier qui va changer. Je dois vous dire que pour ce qui me concerne, la réforme de l'ENA, moi je ne suis pas l'un des plus chauds partisans, parce que je veux la comprendre en tout cas. Elle ne peut pas apparaître comme une volonté de mettre en cause. Je provoque le débat, je suis devant un groupe de la majorité, discipliné par rapport au président de la République, et vous accueillez le Premier ministre tout à l'heure. Mais je veux dire, attention, je comprends les finalités, mais attention à tout ce qui donne dans ce vieux pays, dont la colonne vertébrale, cette vieille nation, et l'État, à tout ce qui donne le sentiment qu'on la mette en cause, cette colonne vertébrale. Voilà, donc et donc c'est dans ce moment très, très délicat que nous sommes, même s'il y a de l'optimisme à l'occasion de cette rentrée parmi les rangs de la majorité, et je m'en réjouis, mais attention à tout cela, parce que c'est fragile, et on est là sur des choses assez fondamentales. Voilà, profitez de cette remarque sur la Légion pour aborder d'autres sujets. Merci beaucoup. Je vois qu'on a une question au fond de la salle. Christophe Blanchet. Merci. Je voudrais vous apporter un témoignage. J'ai la chance d'avoir sur ma circo le dernier des vétérans français qui a débarqué le 6 juin 1944, qui s'appelle Léon Gauthier. Et Léon Gauthier a rencontré les jeunes du SNU au mois de juin dernier, lors d'un échange questions-réponses. Et un des jeunes lui a posé la question suivante. « Monsieur Gauthier, pourquoi est-ce qu'à l'âge de 17 ans, vous décidez en 1940 de traverser la Manche pour rejoindre le général de Gaulle, pour avoir l'espoir un jour de venir libérer votre pays ?» Et il répond du haut de ses 98 ans, « Parce que j'ai été éduqué à aimer la France. » Et derrière cette phrase-là, qui a scotché tout le monde, mais quand on connaît Léon, on est toujours scotché par sa réponse, il y a toute une panoplie de réflexions à avoir. Éduquer les Français à aimer la France, et pas que les jeunes, tous les Français à aimer la France. C'est comme ça qu'on peut aussi imposer l'autorité, c'est en faisant le signe d'appartenance. Parce qu'on aime la France, on accepte son autorité à condition qu'elle ne se retourne pas contre soi ou contre nous. Et je voudrais avoir votre réflexion là-dessus, parce qu'on peut parler d'autorité de l'État, mais si on n'a pas le sentiment d'appartenir à cet État, on ne peut pas l'accepter. Et derrière cette phrase de Léon Gauthier, tout découle. Voilà. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre, peut-être Geneviève? Oui. Je vais laisser Manuel Valls après, mais je connais bien Léon Gauthier et tous les anciens et les survivants de cette époque-là, ils ont tous la même réponse. Ils sont tous sur le même moule. Mais c'est un peu ce que je décrivais auparavant, avec mes mots sommairement, de ce qu'on, enfin moi on m'a élevé, j'aimais la France, il fallait aimer la France, on était dans un bon. Et le premier acte politique, quand j'ai été élue maire dans ma ville, ça a été de mettre en permanence un drapeau bleu-blanc-rouge au fronton de la mairie et un drapeau européen. Il n'y était pas. Il n'y était que pour les commémorations. Enfin, on commence comme ça déjà, hein. Donc c'est vrai que depuis, on a mis des drapeaux dans les écoles. Enfin bon, il y a une représentation de la nation un petit peu dans des lieux d'éducation. Mais au contraire, c'est une fierté. Enfin, la nation, la France, le drapeau, les couleurs. Il faut qu'on se rassemble derrière ça, quel que soit, et tous les jeunes de France, quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs origines même, quel que soit,
tous les jeunes de France. Et ça commence par la jeunesse. Mais ça, est-ce que nous avons des parents qui parlent de ça à leurs enfants aujourd'hui? Quels que soient, là aussi, les parcours, les jeunes et les milieux. J'en suis pas si sûre que ça. Donc voilà, moi c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on a des trous générationnels dans un type de message qui est peut-être un message, on peut l'appeler patriotique, enfin, je m'en fiche. Je veux dire, c'est ça qui fait société aussi. On fait société quand on est dans un pays, dans un ensemble où on vit, on sait on appartient à ce pays et que c'est ce pays à qui l'on doit tout. D'ailleurs, bien souvent, la République à qui l'on doit tout et c'est pour elle qu'on se bat aussi. Et c'est vrai que tous les anciens, c'est pour ça qu'ils nous sont précieux, tous ces passeurs de mémoire. Tous ces anciens nous sont précieux, mais ils disparaissent. Il n'en reste plus beaucoup, malheureusement. Heureusement que nous avons des films et que nous avons recueilli beaucoup de témoignages. Mais ce sont des témoignages précieux pour la jeunesse. Puis je dirais pas que pour la jeunesse, pour les parents de nos jeunes.